Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. La situation sécuritaire de notre pays et dans la zone dite de trois frontières reste toujours préoccupante avec les attaques qui sont enregistrées de façon continue. Pour combattre ces groupes armés, une synergie d'action est impérative, estime dans la liste des questions sécuritaires Boukar Sadiq Ali dans cet extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition d'information. On l'écoute. Les Nigériens ont tendance toujours à prendre le Mali comme référentiel. Mais vous savez la situation au Mali. Moi, je vais vous donner une information. Récemment, il y a à peine une semaine, le Premier ministre malien a quitté l'ancien Premier, je veux dire Choguel Maïga. Jusqu'à présent, il est Premier ministre dans tous les cas officiellement. Il a quitté Bamako pour se rendre dans le Grand Nord. Mais malheureusement, il n'a même pas atteint Gao. Il a rebroussé le chemin parce qu'une partie du territoire n'est pas fréquentable. On ne peut pas mettre pied. Parce que les forces hostiles ont occupé ce terrain-là. Parce que les forces maliennes n'ont pas pu libérer ce territoire. Mais nous, aujourd'hui, où est-ce qu'on ne peut pas se rendre sur le territoire nigérien? Même dans la zone de trois frontières, on peut aller. L'État peut aller jusqu'à la zone de frontière, jusqu'à Bilma, jusqu'aux frontières libyennes, jusqu'en Algérie, on peut aller aujourd'hui. C'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est une question d'orgueil, c'est une question de patriotisme. Et c'est vraiment proprement lamentable qu'aujourd'hui des citoyens nigériens sortent aujourd'hui pour écorner l'image de leur pays à travers les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un phénomène planétaire. Ce que tu écris aujourd'hui facilement dans ton salon et aussi aujourd'hui dans le monde entier, au Brésil, en Chine, partout dans le monde. Et l'un des arguments qu'il utilise, c'est la présence des forces étrangères. Vous savez, il faut être un peu initié pour savoir ces choses-là. La présence de forces étrangères dans un pays est d'une grande utilité. N'eût été la présence de ces forces étrangères qui sont en train de travailler aujourd'hui en harmonie avec nos forces armées sur le terrain, la situation n'allait pas être comme ça. Si aujourd'hui nous sommes libres, nous sommes en train de parler, et que notre territoire n'est pas occupé, quelque part, cette présence a apporté ses fruits. Le fait que les gens font appel beaucoup à Wagner, vous savez, ceux qui connaissent Wagner savent que Wagner, ce n'est pas un ami fréquentable. Voilà, rendez-vous en partie magazine de cette édition d'information pour suivre l'intégralité de cet entretien que nous a accordé Boukar Sadiq Ali. Il est analyste des questions sécuritaires. Installation des membres du bureau du Conseil économique et social culturel CESOC pour le compte de la troisième mandature. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, en présence de plusieurs personnalités. Les temps forts de cette cérémonie avec Hamza Sakou. C'est avec cette chanson dédiée au Conseil économique, social et culturel CESOC que débute la cérémonie inaugurale de la troisième mandature de cette institution, sous la conduite du président de la République. Après avoir salué la présence remarquée des différents présidents des conseils économiques et sociaux des pays amis, le premier responsable de cette 9e institution de la République s'est adressé à ses collègues en leur rappelant la mission qui les attend. Dans quelques instants, vous serez solennellement renvoyés à vos missions par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Votre premier exercice sera de doter l'institution de règlement intérieur qui déterminera ses règles d'organisation et de fonctionnement. Vous aurez par la suite à mettre en place les commissions permanentes qui constitueront le pilier de notre organisation interne, car elles auront la charge de préparer chacune, selon ses compétences, les dossiers qui seront soumis aux délibérations de l'Assemblée plénière. C'est pourquoi, à ce sujet, je vous demanderai de mettre toute la rigueur nécessaire dans le choix des personnalités qui auront la responsabilité de les animer. Je fais allusion aux membres du bureau des commissions permanentes sur qui reposera l'essentiel, pour l'essentiel, le travail qui nous attend. Nous devons garder à l'esprit que le CESOC se doit de créer les conditions de son implication systématique dans toutes les réflexions sur le développement de notre pays. Procédant à l'installation officielle des membres du bureau du CESOC, le président de la République recommande à ce dernier: gardons à l'esprit, toujours et de façon responsable, la situation de notre pays. Notre démocratie est en effet fragile.
Notre société est assaillie de mots nouveaux et la culture du numérique envahit le monde immédiat de nos actions de tous les jours, jusqu'à agir sur notre environnement cognitif et transformer notre façon de penser le monde. Il est donc urgent que vous construisiez au cours de ce troisième mandat de stratégie nationale prospective et programmatique afin de renforcer des politiques publiques déjà en prise avec ces mutations sociales, économiques et culturelles invasives. C'est un défi pour nous et c'est aussi une chance à saisir dans le nouvel ordre mondial qui vient nous solliciter pour le meilleur et pour nous éprouver dans nos convictions éthiques et politiques. Un autre grand secteur doit attirer votre attention et être au cœur de vos travaux en commission. C'est le secteur agricole. Il est très impacté par notre environnement climatique et nous rend vulnérables au changement climatique. Les déterminismes climatiques, hépatiques, abiotiques, ajoutés à notre natalité et notre démographie exponentielle, fragilisent en effet les populations soumises à des facteurs de stress hydrique aux valences opposées mais non contrôlables. A souligné qu'au cours de cette cérémonie, l'assistance a eu droit à la présentation des 99 conseillers qui comptent les CESOC, les renvoyant ainsi à leur mission. Ouverture ce matin d'un atelier d'échange sur le renforcement de la collaboration et de partenariat entre les acteurs des chaînes de valeur mil et sorgho. Un atelier organisé conjointement par le programme 6000 USAID et l'Institut national de la recherche agronomique inhérent, c'était au Grand Hôtel de Niamey en présence de notre reporter Ariette Salah. Participent à cet atelier d'échange les organisations des producteurs, le système sémencier privé, les chercheurs, les utilisateurs des technologies, dans le but de présenter, partager et échanger sur les résultats, les apprentissages et les leçons apprises, les signes d'impact qui sont issus des projets 6000 mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et offrir l'opportunité de renforcer et favoriser la collaboration entre ces acteurs venus de l'Éthiopie, du Madagascar, de Haïti, du Niger et du Sénégal. Le projet financé par l'USAID, c'était une opportunité de dire mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu plus de succès? Quels sont les murs devant nous? Et de développer la communication pour que tout le monde peut profiter de l'expérience d'un côté ou de l'autre côté. Et dans notre part, nous avons développé les variétés de sorgho et de petits milles améliorés, les pratiques pour la production et aussi les produits à valeur ajoutée pour les consommateurs en ville et aussi dans les zones rurales. Nous avons des participants de plus de 10 pays dans le monde. Nous avons bien sûr les Américains, nous avons aussi bien sûr les Nigériens, les Sénégalais, Togolais. Nous avons un groupe de 5 personnes de Madagascar, l'Allemagne, le Burkina Faso. Et donc ensemble, nous avons des expériences tout à fait différentes. Soit nous sommes des chercheurs dans les sciences, soit nous sommes les entrepreneurs. Et c'était vraiment une grande opportunité d'échanger notre expérience et notre puissance et connaissance ensemble pour développer toute la chaîne de valeur. Nous travaillons sur le terrain avec beaucoup d'acteurs. Et ces acteurs savent ce que nous faisons. Cette rencontre nous donne l'opportunité de discuter avec eux et de leur dire vraiment ce que nous avons comme technologie, que ce soit en Européens dans les autres pays, pour qu'ils puissent les utiliser et les mettre aussi à la disposition des producteurs pour lesquels nous travaillons. En marge de cet atelier sont exposés des produits issus des transformations céréalières et des semences améliorées du mil et du sorgho. Le but de l'exposition, c'est en fait d'échanger et de partager avec tous les acteurs les résultats issus, en tout cas des activités de ce projet de recherche. Donc on voulait vraiment une visibilité de nos résultats de recherche, tout ce qui est semences par exemple, les produits transformés issus de ces cultures de base. Comme vous savez, le mil et le sorgho occupent 80% de notre population. Ils vivent de ces deux cultures.
Et c'est des cultures qui sont produites en tout cas dans toutes les régions, mais qui ont des difficultés au niveau de la production, donc la productivité et aussi de la diversification de l'utilisation pour pouvoir améliorer les revenus des petits producteurs, autonomiser la jeunesse, les femmes à travers toutes ces transformations aussi qui vont être réalisées à travers ces deux cultures. Il y a des composantes, comme vous l'avez constaté, extrêmement importantes au cours de ces échanges qui ont été abordés. Donc la question des semences, donc toutes ces variétés améliorées qui vont permettre aux producteurs d'avoir assez de rendement et de pouvoir même faire des surplus sur ces cultures-là. Des séances de démonstration des techniques de fabrication des boules de semences du mil et du sorgho ont été présentées aux participants. Des boules de semences qui augmentent le rendement. La suite de cette édition d'information avec ce communiqué de presse de la Direction générale des douanes, il est ainsi libellé. La Direction générale des douanes invite les propriétaires des engins à 2 roues saisis lors des opérations de contrôle de la douane et de la police nationale au cours de l'année 2022 à se rendre au bureau des douanes spécial moyen de transport 6 dans l'enceinte du guichet unique de l'automobile du Niger sous la route de Dosso pour procéder à la régularisation administrative des engins immobilisés. Pour remplir pleinement toutes ces formalités, il sera permis aux usagers d'accomplir eux-mêmes les formalités de dédouanement et ceci jusqu'au 12 mars 2023. Passé ce délai, le bureau des douanes spécial moyen de transport se verra dans l'obligation d'enclencher la procédure de confiscation au profit de l'État des engins saisis en vue de leur vente aux enchères publiques conformément aux dispositions du Code des douanes nationales. La Direction générale des douanes lance un vibrant appel aux propriétaires d'engins concernés par cette opération dans un sursaut civique de se manifester dans les plus brefs délais en vue de régulariser leur situation et permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Fait à Niamey le 23 février 2023. C'était là un communiqué de presse de la Direction générale des douanes. Une convention de partenariat lie désormais la Confédération nigérienne du travail CNT à l'Agence de mobilisation des ressources pour un développement inclusif. Ces deux structures ont décidé de travailler ensemble dans l'intérêt des travailleurs. C'est le contenu donc de la convention signée hier jeudi à la CNT. C'était en présence de notre reporter Hassan Saleh Moussafa. En paraphant ce document, la Confédération nigérienne du travail CNT et l'Agence de mobilisation des ressources pour un développement inclusif à Amredi s'engagent à travailler ensemble dans l'intérêt des travailleurs nigériens. Ainsi, Amredi prend l'engagement de renforcer les capacités des militants de la CNT, d'où la satisfaction de la centrale. Je voudrais très sincèrement remercier les partenaires qui nous ont d'abord ciblés, mais aussi qui nous ont proposé Amredi en première position pour ce partenariat dans le cadre du renforcement des capacités des organisations syndicales que nous sommes, mais aussi qui s'élargit au niveau des structures étatiques, c'est-à-dire les sociétés, les entreprises et toute autre organisation désirant avoir des formations dans le cadre du renforcement des capacités. Il y a quelques mois de cela déjà, Amredi était présente dans nos locaux pour nous présenter le programme. Le choix porté sur la CNT n'est pas fortuit, c'est aussi tenant compte des capacités des militantes et des militants, surtout l'engagement des responsables qui l'animent à accomplir davantage la mission dans le cadre de la sensibilisation, la formation, l'éducation des militantes et des militants. Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérer que ce partenariat puisse prospérer et puisse véritablement intéresser au-delà des organisations membres de la CNT, les autres structures syndicales. Parce que pour nous, à la CNT, le travail que nous faisons de renforcement, ce n'est pas seulement pour nos militants. Nous le faisons pour que les travailleurs nigériens de manière générale, que les entreprises nigériennes de manière générale puissent être dans la possibilité de renforcer les capacités des hommes et des femmes qui animent ces structures-là. À travers cette convention, Amredi affiche sa volonté, mais aussi sa disponibilité d'accompagner le projet de développement des travailleurs nigériens. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui d'être là avec vous pour signer cette convention, car
on va dire que c'est une synergie d'action qui commence et qui permettra de contribuer au développement inclusif même du pays. Parce que quand on dit formation, renforcement de capacité, ça permet d'améliorer l'efficacité au travail. Donc, l'objectif de cette rencontre est louable, selon moi, et c'est honorable également. Donc, je remercie la CNT. Pour débuter ce partenariat, d'ores et déjà, 5 programmes de formation sont envisagés courant l'année 2023 et les groupes sont déjà ciblés. Des formations qui vont porter sur plusieurs thématiques d'intérêt général. Place à présent à la partie magazine de cette édition d'information. Elle est consacrée à l'interview que nous a accordé le président du réseau des journalistes pour la prévention contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Une interview qu'il a accordée à la radio et télévision là-bas sur la situation sécuritaire au Niger et dans le Sahel. Boukar Sadiq Ali appelle les Nigériens à une union sacrée pour soutenir nos vaillantes forces de défense et de sécurité FDS. Mesdames, Messieurs, très bonne réception, bon début de week-end, bonsoir. Donc la sous-région a connu l'avènement en tout cas de ce fait dramatique. Alors en essayant de faire un peu l'analyse globale, parce que déjà nous avons fait 2 études. Nous avons fait une étude déjà en 2018 qui a été validée. Et nous avons aussi fait dans le cadre vraiment en tout cas du réseau de journalistes contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Nous sommes en train de faire une étude qui n'a pas encore été validée, donc qui est en cours. Alors, d'après nos analyses, il y a surtout 3 pays qui payent un lourd tribut pour le moment. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Alors, les situations diffèrent selon les pays. Si on essaie vraiment de se référer à 3 fondamentaux, ce qu'on appelle les éléments d'engagement, il y a ce qu'on appelle l'engagement opérationnel des forces armées. Il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'adhésion populaire, c'est-à-dire le soutien de la population. Quand vous essayez de voir le Niger, par exemple, comparativement au Burkina, au Mali, les 3 éléments se présentent comme suit. En ce qui concerne l'engagement politique, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays, depuis l'élection du président Mohamed Bazoum, a amorcé une nouvelle stratégie de lutte qui diffère complètement des anciennes stratégies. Cette stratégie voudrait d'abord qu'il y ait une alliance stricte et très restreinte entre la population, les gouvernants et les forces armées engagées sur le terrain. Alors, cette stratégie prévoit d'abord dans un premier temps une montée en puissance, vraiment en tout cas de la force de frappe de nos forces armées nigériennes. Et, vous le savez, autant que moi, le Niger a commandé au cours de l'année passée et cette année qui a débuté, beaucoup de moyens permettant à nos forces armées nationales vraiment d'accomplir leur travail avec beaucoup d'efficacité. Nous avons commandé des avions, nous avons commandé des drones, et nous avons commandé aussi quand même des équipements de combat pour les forces armées. Deuxièmement, le Niger a mis l'accent aussi sur la formation des forces armées. Actuellement, pour le moment, il y a beaucoup de nos forces armées qui sont en formation au niveau du pays. C'est le cas de la garde, par exemple, quand vous prenez dans la région de Difa. Il y a plus de 1500 éléments de la garde nationale qui ont été recrutés. Et les 1500 sont déjà sur le terrain en train de combattre le terrorisme. Et le résultat est là. Aujourd'hui, Boko Haram est complètement mis hors d'état de nuire dans la zone du lac Tchad et j'allais dire dans la région de Difa. Maintenant, concernant par exemple la police nationale, il n'y a pas longtemps, ils ont lancé vraiment en tout cas une vaste opération de recrutement de policiers. Et ça a été le cas au niveau des gendarmes et des forces armées nationales dans la région de Tillabéri, dans la région d'Agadez, Tawa et partout. Vous avez suivi le communiqué. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un recrutement massif de jeunes pour combattre ce phénomène. Contrairement à ce qui se passe au Burkina où ils ont préféré sous-traiter la sécurité en recrutant ce qu'ils appellent les VDP, voyez-vous. Le Niger a préféré vraiment en tout cas mettre l'accent sur vraiment en tout cas l'équipement, le renforcement des capacités des forces armées nigériennes, ce qui est tout à fait légal et en conformité avec les traités et conventions internationaux. Alors,
Aujourd'hui, nous constatons vraiment en tout cas que nos forces armées nigériennes, malgré le coup récent que vous avez évoqué, sont en train de faire un travail extraordinaire. Ça, il faut le dire. Nous avons un pays très vaste qui fait 1 287 000 km². Et je précise que 1 mètre carré de ce pays n'est pas occupé aujourd'hui par les terroristes. Ça, c'est un fait extraordinaire. Les combats connaissent toujours des hauts et des bas, c'est clair. Quand vous êtes confronté à un phénomène qui, aujourd'hui, métastase l'environnement international dans son entier, l'Asie est confrontée, l'Europe est confrontée, l'Afrique est confrontée, même les Amériques sont confrontées. Personne à l'abri. C'est un phénomène du moment. C'est-à-dire que c'est un effet vraiment de mode. Voyez-vous. Et aujourd'hui, les terroristes ont trouvé vraiment, en tout cas, une ère favorable pour vraiment s'engouffrer dans le Sahel, en Afrique, et vouloir nous déstabiliser, vouloir vraiment nous nuire. Mais les pays ont su trouver les réponses qu'il faut face vraiment à ce phénomène nouveau, et très vite. Voyez-vous, très vite. La création du G5 Sahel répond à ce souci. Quoi qu'on dise aujourd'hui, le G5 Sahel a fait un travail extraordinaire sur le plan de la recherche et des études du phénomène de terrorisme. Même si sur le plan opérationnel, beaucoup de choses n'ont pas été faites, quand même sur le plan vraiment, en tout cas, de l'étude du phénomène, aujourd'hui, nous avons une idée claire de ce que c'est que le terrorisme. Alors, en ce qui concerne l'engagement des forces armées nigériennes, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Le front de Difa est stabilisé. Dans la zone de Tillabéri, aujourd'hui, un accent particulier est mis là-dessus, et pour vraiment, en tout cas, contenir ce phénomène. Nous sommes en train de perdre des hommes, hélas, mais le courage n'est pas aussi étranger, le courage est aussi nigérien. Nous le savons. Depuis 1960, ce sont les mêmes forces armées nigériennes qui ont contenu tous les phénomènes, tous les problèmes qu'on a connus. Les différentes rébellions qui sont nées, c'est les forces armées nigériennes qui les ont contenus. Les problèmes de terrorisme qu'on a connus depuis le passé aussi, il y en a eu des cas, c'est les forces armées nigériennes qui ont connu. Aujourd'hui, ces gens-là, j'ai eu l'avantage et le privilège de côtoyer ces gens-là sur le terrain, mais ils font un travail extraordinaire. Vous avez vu certaines vidéos où ils ont réussi à capturer, où ils ont réussi vraiment à neutraliser des centaines et des centaines de terroristes super armés. Voyez-vous? Alors là, il faut saluer l'engagement des forces armées nigériennes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'ai dit la volonté politique. Ça fait 1 an, et nous sommes dans la 2e année, que le président Mohamed Bazoum est élu. L'approche, j'ai dit, a carrément changé. Parce que, en fait, vous savez, c'est quelqu'un de très pragmatique et c'est un homme de terrain. Il connaît un peu le problème vraiment, en tout cas, du Sahara, étant lui-même un fils du Sahara. Et il connaît un peu la sociologie, même en quelque sorte, vraiment des acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui sont en train de, surtout ceux qui sont en train de nous combattre. Alors, depuis son arrivée, moi je crois savoir, vous le savez, dans la région de Tillabéri, il a été 3 fois auprès des forces armées nigériennes en tant que chef des armées. Dans la région de Difa, il a été 2 fois. Et chaque fois qu'il part au sein des forces armées, c'est-à-dire au centre même vraiment, en tout cas, des effectifs qui sont sur le terrain qui luttent. Et ça a porté ses fruits. Sur le plan marketing, aujourd'hui tout le monde sait quand même que le chef est en contact direct avec ses hommes, mais aussi ça a monté le moral, vraiment en tout cas des forces sur le terrain, et nous avons réussi vraiment en tout cas à emporter des victoires extraordinaires. Nonobstant ce qui s'est passé récemment, au niveau vraiment en tout cas de la zone de Tillabéri, où nous avons perdu de valeureux hommes, malheureusement, qui avaient aussi un problème, il faut le relever, ils n'ont pas pu abattre ces hommes en les affrontant en face. C'était vraiment, en tout cas, les phénomènes de guet-apens. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, en tout cas, réputés pour être non seulement des gens très craintifs, des fuyards, mais ils ont cette réputation d'avoir la maîtrise un peu du terrain et vraiment de tendre des pièges. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir nos forces. Mais ça aussi, c'est un phénomène que les forces armées nigériennes sont en train de vraiment maîtriser. Et j'ai dit aussi que les forces armées nigériennes, dans leur ensemble, j'ai dit les FDS du Niger, sont aujourd'hui vraiment les mieux informés de la sous-région. Ils sont parfaitement informés. Ils ne comptent que sur leurs propres forces. C'est vrai, nous avons des partenaires qui sont sur le terrain, qui peuvent nous renseigner, qui peuvent vraiment nous appuyer. Mais non, l'approche du Niger est que d'abord nous devons compter sur nous-mêmes. Et nous le comptons sur nous-mêmes aujourd'hui. Voyez-vous. Alors, maintenant, c'est pourquoi j'ai dit la volonté politique du chef de l'État est venue appuyer vraiment, en tout cas, la morale des forces sur le terrain, sa présence sur le terrain, l'achat vraiment des équipements en masse, la formation des forces de renseignement et aussi le renforcement du système de renseignement vraiment des forces armées a apporté ses fruits. Malheureusement, sur le 3e point, qui est vraiment en tout cas le soutien
vraiment des peuples, nous constatons que malgré l'engagement du peuple nigérien, les Nigériens, il faut le reconnaître quand même que c'est vraiment des gens qui aiment leur pays. Aujourd'hui, personne ne peut ne pas sentir de l'émotion quand on voit ces jeunes mourir sur le terrain, quand on voit nos parents, nos propres parents, fuir les villages en masse, quand on voit vraiment les cités brûlées par des vandales, par des barbares qui viennent vraiment, en tout cas, au-delà de nos frontières, au-delà vraiment de l'Afrique. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons remarqué que au niveau du Niger, il y a un phénomène qui est en train, vraiment, en tout cas, qui est né et qui est en train de s'éclore, qui est l'usage, vraiment, en tout cas, très malencontreux des réseaux sociaux. Récemment, vous avez parlé de l'attaque, vraiment, en tout cas, et de la mort, vraiment, de nos forces armées. Le bilan donné par l'autorité et le bilan donné par les acteurs qui interviennent sur les réseaux sociaux, c'est sans commune mesure. Quand 4 militaires tombent sur le terrain, de l'autre côté, il y a des individus, des esprits malins qui donnent jusqu'à 40, 50 ou 100. Ça, c'est à dessein qu'ils le font. Souvent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la frontière entre les acteurs politiques, c'est-à-dire que les formations politiques et les formations vraiment, en tout cas, de la société civile, la frontière, elle a presque disparu ces derniers temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les partis politiques qui ont opté de faire l'opposition dans les pays ont décidé de sous-traiter, de concéder leur, vraiment, en tout cas, prérogatives, leurs fonctions à des organisations de la société civile qui sont là, qui vraiment, en tout cas, qui rament à nos troubles, qui ont une mission très précise, qui sont liées à des formations politiques ou à des hommes politiques. Ils viennent, souvent ils dramatisent la situation. Or, l'idéal serait que tous les citoyens nigériens, les 22 millions de Nigériens doivent être derrière leurs gouvernants, derrière leurs forces armées et combattre ce phénomène. Parce que c'est notre bien commun, c'est notre mère patrie aujourd'hui qui est attaquée. Moi, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui un Nigérien sorte à travers son smartphone, sur une plateforme ou bien une page Facebook, vraiment en tout cas, distiller des informations qui peuvent porter atteinte vraiment en tout cas à la morale des armées et maintenant se réjouir, aller tranquillement dire que lui il a fait son travail face à un homme politique véreux qui vraiment en tout cas qui a son agenda à lui, son propre agenda. Donc c'est pourquoi moi je dis vraiment en tout cas le troisième élément là, malheureusement nous n'avons pas pu vraiment en tout cas la voir vraiment entièrement. Et c'est pourquoi d'ailleurs je précise, l'État du Niger a anticipé pour voter une loi qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. Cette loi, elle est limpide, elle est fine, elle est très claire dans ses dispositions. C'est-à-dire que quand votre action individuelle ou votre action collective porte atteinte à la sécurité, je veux dire à la sûreté de l'État, vous allez répondre. Puisque vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Voyez-vous, il y a une constitution qui est là, qui précise les conditions dans lesquelles chaque citoyen, chaque homme politique, chaque autorité doit exercer son travail. Mais si vous partez outre, jusqu'à porter atteinte vraiment en tout cas à l'intégrité du territoire, à la morale des forces armées qui sont en train de lutter matin, midi et jour. Mais vous savez comment travaillent ces militaires-là? Pendant que nous sommes dans nos salons fêtrés ici, sous climatisation, nous sommes là, nous touchons des salaires, nous avons des belles femmes, des enfants que nous chérissons. Nous sommes en train de dormir la nuit tranquillement jusqu'au matin. Nous ne nous disons pas que c'est le fruit de l'effort des hommes qui sont sur le terrain, qui sont en train d'esquiver des balles, qui prennent des mines, qui perdent des membres, qui s'aveuglent, qui meurent, qui perdent la vie. Pour nous, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour le Niger qu'il le faut. Nous sommes là, ici, tranquilles, dans nos salons, avec Internet vraiment en tout cas en permanence. Nous sommes en train de manipuler l'information pour dire que, pour mettre en mal, et j'allais dire même pour mettre en danger la vie de ces hommes sur le terrain. Ils n'ont pas de salaire qui équivalent au salaire vraiment des fonctionnaires, les militaires. Ce sont des hommes, ils bravent le soleil, ils bravent la soif, la faim, armes à la main, pour combattre ces terroristes-là pendant que nous sommes là en train de déstabiliser leur action. Mais il y a un côté moral, il y a un côté indécent, voyez-vous, que ces gens-là doivent percevoir et arrêter ce petit jeu-là, vraiment qui consiste. Si vous voulez mener un jeu politique, affrontez l'homme politique qui est en face. Et dans tous les cas aujourd'hui, si vraiment l'opposition veut combattre le président Bazoum Mohamed, c'est par à son bilan, à son action. S'ils ont quelque chose à dire, ils sont libres de le dire. Lui aussi, il est libre de se défendre. Mais à dire que vraiment, en tout cas, les hommes utilisent quelques membres de la société civile, ou bien par exemple vraiment en tout cas des alerteurs
vraiment en tout cas des réseaux sociaux pour venir saper le moral des forces armées, moi je dis que c'est vraiment lamentable. Le Burkina aujourd'hui, ce sont des citoyens burkinabés qui ont décidé de s'engager pour prendre les armes et défendre leur pays. Le Mali aujourd'hui, les Nigériens ont tendance toujours à prendre le Mali comme référentiel. Mais vous savez la situation au Mali. Moi je vais vous donner une information. Récemment, il y a à peine une semaine, le Premier ministre malien a quitté l'ancien Premier, je veux dire Chokol Mega, jusqu'à présent il est Premier ministre dans tous les cas officiellement. Il a quitté Bamako pour se rendre dans le Grand Nord. Mais malheureusement, il n'a même pas atteint Gao. Il a rebroussé chemin parce qu'une partie du territoire n'est pas fréquentable. On ne peut pas mettre pied. Parce que les forces hostiles ont occupé ce terrain-là. Parce que les forces maliennes n'ont pas pu libérer ce territoire. Mais nous, aujourd'hui, où est-ce qu'on ne peut pas se rendre sur le territoire nigérien? Même dans la zone de 3 frontières, on peut aller. Voyez-vous? L'État peut aller jusqu'à la zone de frontière, jusqu'à Bilma, jusqu'aux frontières libyennes, jusqu'en Algérie, on peut aller aujourd'hui. Voyez-vous? C'est ça qu'il faut voir et c'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est une question d'orgueil, c'est une question de patriotisme. Voyez-vous? Et c'est vraiment proprement lamentable qu'aujourd'hui des citoyens nigériens sortent aujourd'hui pour écorner l'image de leur pays à travers les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est un phénomène planétaire. Ce que tu écris aujourd'hui facilement dans ton salon, et aussi aujourd'hui dans le monde entier, au Brésil, en Chine, partout dans le monde. Et l'un des arguments qu'il utilise, c'est la présence des forces étrangères. Vous savez, il faut être un peu initié pour savoir ces choses-là. La présence de forces étrangères dans un pays est d'une grande utilité. N'eût été la présence de ces forces étrangères qui sont en train de travailler aujourd'hui en harmonie avec nos forces armées sur le terrain, la situation n'allait pas être comme ça. Si aujourd'hui nous sommes libres, nous sommes en train de parler, et que notre territoire n'est pas occupé, quelque part, cette présence a porté ses fruits. Le fait que les gens font appel beaucoup à Wagner, vous savez, ceux qui connaissent Wagner savent que Wagner, ce n'est pas un ami fréquentable. C'est une organisation. Et regardez son symbole, et regardez son logo, c'est la tête de mort. C'est ça. Voyez-vous. Et ce sont souvent des gens qui sont carrément en marge de la loi et de la légalité. S'ils rentrent dans un pays, ils ne font pas des distinguos entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais un pays responsable ne peut pas quand même compter sur vraiment, en tout cas des forces étrangères pour se défendre, comme par exemple surtout des forces comme Wagner ou autres là. Mais Dieu merci, nous avons des forces aguerries qui font leur travail. Ils n'ont pas besoin aujourd'hui de Wagner pour défendre notre territoire. Ils le font très bien. Vraiment avec nos modestes moyens. Il suffit vraiment que le peuple le soutienne. Et c'est en cela que j'appelle au peuple nigérien, vraiment il faudrait que les citoyens nigériens dans leur ensemble fassent vraiment, en tout cas, fi vraiment de ces messages mensongers, de ces messages vraiment, en tout cas, orduriers que nous voyons sur les réseaux sociaux pour se mettre derrière leurs forces de défense et de sécurité, pour défendre ce territoire. Une fois que le Niger est libre, une fois que la paix est totale sur le territoire national, nous pouvons nous entredéchirer entre nous, nous pouvons nous combattre en tout ça, ce n'est pas un problème. Mais vouloir jouer un jeu subtil qui consiste à déstabiliser le pays, vous avez vu récemment, après la mort des militaires, ils ont même fait un lien avec un supposé coup d'État. Ils ont dit qu'il y a même un coup d'État qui est en train de se préparer. Les gens ont même annoncé. Mais un coup d'État aujourd'hui. Mais quand même, il faut être à la limite farfelu et idiot pour penser que dans le pays là, des gens vont faire des coups d'État. D'abord, un coup d'État, ça suppose que vraiment en amont, il y a une crise, il y a une situation ingérable. La situation est sous contrôle. La démocratie nigérienne fonctionne parfaitement. Le pays est stable. Même les acteurs de l'opposition aujourd'hui sont venus dans le pouvoir pour gérer la situation sécuritaire et les problèmes du pays. Mais vouloir dire en ce moment que... Mais comment vous pouvez faire appel à des coups d'État? Un coup d'État n'est pas un mode de changement de régime légal. Ce n'est pas un recours constitutionnel.